Nigérien n'est pas des moindres, que notre uranium a moins de valeur que de l'argile, que l'apport des oignons ou je ne sais pas de quelques feuilles de gabou ont plus de devises à procurer au Niger. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ça là c'est un narratif pour convaincre les Nigériens de l'inutilité de son uranium. Allez-y voir le fait d'avoir arrêté ce pillage systématique. Allez-y voir l'effet que ça a produit dans la politique d'Emmanuel Macron. Et je le comprends en partie. Et c'est pourquoi je compatis à ce qu'il endure. Mais il aurait été plus sage d'accepter que l'uranium, depuis le 26 juillet 2023, est la propriété du Niger. Et que l'uranium est définitivement la propriété des Nigériens. Un partenaire sérieux qui ne méconnaît pas, qui ne vient pas avec l'esprit de pillage qui les a toujours guidés, qui ne vient pas avec l'esprit hautain, condescendant, mesquin vers nous, négocier, que ce partenaire comprenne que nous sommes disposés, tant que ce n'est pas ces qualificatifs, ces critères qui le guident. Donc, nous nous approprions nos ressources. Nous remercions et félicitons les employés de la Somaïr, puisque la Cominac a été assassinée par les mêmes Français quand ils ont pensé que l'uranium n'a plus d'apport économique suffisant, où ils avaient choisi de ne pas investir pour réhabiliter les galeries de la Cominac. Ils l'ont purement et simplement abandonné, malgré le fait que les actionnaires qui sont d'autres nationalités aient versé l'intégralité des fonds destinés à la réhabilitation du site. Malgré ce fait, les Français ont refusé de continuer la réhabilitation du site pour nous laisser plus de 600 km de galeries en train de contaminer notre nappe phréatique. Et c'est à nous que je vois certaines organisations mettre en garde. C'est à nous que je vois certaines organisations donner un avertissement pour vous dire le degré d'immoralité qui conduit les affaires internationales aujourd'hui. Donc, que les Nigériens comprennent qu'on ne vit pas dans l'opulence, mais le combat que nous menons est justement celui de permettre aux Nigériens de vivre dans l'opulence. Actuellement, ce qui est des préoccupations alimentaires, je crois que nous avons tourné le dos et nous avons définitivement tourné le dos. Il faut que les Nigériens comprennent que d'autres Nigériens se sacrifient pour qu'on atteigne ces objectifs. C'est le cas des forces de défense et de sécurité, c'est le cas des employés, comme je l'ai dit, de la Somaïr, qui produisent cet uranium, et c'est le cas des Nigériens conscients, résilients, qui savent que le combat ne fait que commencer. Le combat est au début, parce que les défis sont énormes. Ceux qui pensent que ce qu'on n'a pas pu obtenir avec ou à travers le dialogue, c'est à travers un chapelet de grève qu'ils peuvent l'obtenir, c'est leur jugement. Mais ce n'est pas un jugement que je partage et ce n'est pas un jugement que les Nigériens partagent. Quand nous étions arrivés au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avions trouvé des arriérés de 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'éducation, les contractuels de l'éducation ou de la santé, nous avions trouvé des arriérés de 8 mois. Nous étions soumis à un embargo sauvage.
où nos propres fonds ont été irrégulièrement et illégalement confisqués. Parce qu'il y a des laquais prêts à répercuter les ordres du Seigneur Macron. Nous avons malgré tout été imaginatifs. Nous avions déterminé, pris des décisions pour que tout développement se fasse à travers nos ressources endogènes, puisque les ressources exogènes ne sont plus ou n'étaient plus à notre portée. Même les ressources endogènes qui étaient dans un circuit que nous ne contrôlons pas ont été mises hors de notre portée. Malgré tout, nous avons réussi, au moment où je parle, à ramener ces arriérés-là à peut-être fin 2025. Que ce soit les étudiants, je le comprends, qui ont besoin de bourses pour survivre, que ce soit les enseignants, qui ont également des familles à charge, mais ils disent et qu'ils comprennent, nous sommes 27 millions. Sur les 27 millions, il y a moins de 200 000 qui ont un salaire mensuel. Les 27 millions, c'est à travers l'investissement que l'État fait qu'ils sentent que l'État existe, qu'ils sentent que l'État est là pour leur faciliter la vie. Donc, que les autres également, qui ont ce privilège de se prévaloir d'un salaire à la fin de chaque mois, comprennent que c'est des sacrifices énormes qui sont consentis pour réduire les arriérés que nous avions trouvés et essayer d'être réguliers. Au moment où je vous parle, les contractuels ont un reliquat de 2,6 milliards pour le paiement de décembre. Et les bourses, je crois, c'est 444 millions pour décembre. Donc nous sommes conscients, nous suivons, mais qu'ils comprennent que c'est le moment de sacrifice. De la même façon que nous nous sommes évertués à réduire les mois d'arriérés qu'ils avaient à notre arrivée et sous embargo, ce n'est pas avec plaisir que nous accusons des retards d'arriérés. Qu'ils comprennent que des militaires, des FDS, accusés également des mois d'arriérés. Pourtant, ils se sacrifiaient pour ce même pays. Ils mouraient pour ce même pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction que si nous ne faisons pas le combat, personne ne le fera à notre place. Et qui dit combat, dit combat. C'est la lutte. La lutte, ce n'est pas dans un salon qu'elle se mène. La lutte, elle est matérielle, elle est physique, elle est morale. Il faut que les gens comprennent ceci pour que tout ce qui arrive en retard ne soit pas pris comme un défi, comme une manifestation de mauvaise foi, mais comme un défi circonstanciel, comme un défi conjoncturel. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à votre question. D'accord. Monsieur le Président, en ce moment difficile pour tous, vous venez de le dire, beaucoup de nos compatriotes pensent qu'il faut revoir le train de vie de l'État pour faire les économies nécessaires en vue de s'adapter à la situation conjoncturelle. On parle notamment du parc auto de l'État, des multiples cérémonies financées par l'administration et de certaines missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ma question est de savoir comment votre gouvernement appréhende cette situation, Monsieur le Président. Pour répondre à votre question, je vais caricaturer
vous savez, vous avez une connaissance sur la mythologie gréco-romaine. Les dieux Zeus, Apollon, les Héra, les Aréna, les Christina, ou les nymphes de montagne, telles que la mère de Achille, Thétis, ou Écho, pour vous parler de Écho. Écho est une nymphe de montagne dans la mythologie gréco-romaine. Écho a commis l'imprudence de s'immiscer dans l'affaire d'un couple. Ce couple-là, dans leur mythologie, c'est le dieu Zeus et sa femme Hérat. Écho, cette nymphe, a diverti Hérat, l'épouse de Zeus. Et pendant ce temps, Zeus a triché dans une relation extra-conjugale. Quand Hérat a découvert le jeu trouble que Écho a joué, elle l'a maudite en lui lançant un sort comme quoi toute sa vie elle ne pourra construire une phrase d'elle-même. Elle passera le restant de sa vie à répéter les derniers mots de la phrase d'autrui. Et c'est ce qui fait ce phénomène acoustique qu'on appelle écho. Si vous êtes dans des régions montagneuses, quand vous criez, vous entendez la répercussion. C'est ça le sort de écho. Écho ne fait que répéter ce que les autres disent. Et même répéter, ce n'est pas l'intégralité, c'est les derniers mots de ce que les autres disent. Suivez ce que je vais dire. Vous parlez de train de vie. Est-ce que nous avons un train de vie? Face à tous nos défis, face à tous les engagements, est-ce que nous avons un train de vie? Nous avons un train de survie. Et c'est ça que je veux que les Nigériens comprennent. Nous n'avons pas de train de vie. Si les gens sont habitués à répéter, mais il faut répéter intelligemment et non répéter comme écho. Depuis que nous sommes arrivés, quelles sont les premières mesures que nous avions prises? D'abord, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les Nigériens peuvent approcher le SG du ministère des Finances que nous avions trouvé. Le premier jour où nous l'avions reçu, il nous a rappelé sur les indemnités qui sont dévolues en pareille circonstance de son salaire et de ses indemnités en fonction de ses responsabilités initiales. Parce que nous étions tous, chacun, à un poste de responsabilité. Depuis que nous étions arrivés, dites-moi, une seule commande, vous avez parlé de parc automobile. Dites-moi une seule commande de parc automobile, si ce n'est qu'au profit des forces de défense et de sécurité. Nous savions que ce n'était pas la pratique. Les régimes qui se sont succédés commandaient annuellement des centaines de véhicules. Je dis annuellement, des centaines de véhicules. Qu'on nous dise les centaines de véhicules que nous avons commandés pour l'administration ou toute autre structure en dehors, comme je l'ai dit, des forces de défense et de sécurité. Mieux, nous avions instruit
que tous les contrats de louage soient suspendus, annulés même. Nous avons instruit pour que tous les conseillers, près de 7000 conseillers, vous prenez de la présidence, la primature, l'assemblée de l'époque, c'est près de 7000 conseillers et à la charge des ressources nationales. Nous avions suspendu. À l'état actuel, vous mettez tous nos conseillers, on ne fait pas 200. Là où nous avons annulé 7000. Les différents directeurs, allez-y vous renseigner. Nous avions trouvé des directeurs généraux avec des salaires de 6, 7, 9 millions par mois de francs CFA. J'ai pris une ordonnance pour que ça soit revu au strict minimum. Celui qui peut servir son pays, le serve. Celui qui pense qu'il ne peut pas servir le pays avec ce montant, il y a des milliers de Nigériens aptes à occuper sa place. Mieux, pour ne pas aller loin, en 2022, la présidence de la République avait un budget de 220 et quelques milliards de francs CFA. Allez-y comparer avec les budgets de la présidence de ces 3 dernières années. Nous sommes actuellement, ou je dirais des 2 dernières années, puisque 2023, c'est une loi budgétaire que nous avions déjà trouvée. Donc 2024, 2025, et maintenant nous sommes en février 2026 avec la loi budgétaire donc, de 2026. Donc, allez-y vérifier. Nous sommes à 60 milliards de francs CFA pour le budget de la présidence de la République du Niger. Un budget qui était, rien qu'en 2022, 224 milliards de francs CFA, qui était de 164 milliards de francs CFA en 2023. Comme je l'ai dit, c'est une loi que nous avions trouvée et qui était descendue à environ 90 milliards en 2025 pour encore continuer à descendre à 60 milliards de francs CFA en 2026. Nous sommes conscients de ce que nous faisons et que les échos qui pullulent arrêtent de se conduire en écho. La loi des finances, elle est disponible. Allez-y voir. Et réservée à l'éducation nationale. Même pas l'éducation nationale. Ensuite, des prévisions budgétaires. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Défense font 4 fois, virgule, le budget de la présidence de la République. Allez-y voir, avant notre arrivée, quel était le rapport entre la présidence et ces différents ministères. Donc, que les gens cessent de répéter sans vérifier. D'ailleurs, malheureusement, on a des champions dans ce domaine, parce que même la loi de finances, avant qu'elle ne sorte, j'ai vu des points de presse conduits par des experts internationaux dont on ne voit l'effet ou le produit de l'expertise qu'à travers les causeries des FADA ou la médisance. Oui. Que les Nigériens apprennent à ne pas se laisser embobiner, qu'ils apprennent à lire quand la loi de finances est adoptée, qu'ils s'approprient cette loi de finances
qu'il l'étudie et qu'il voit les propositions qui sont faites et de quelle réalité tiennent compte ces propositions. Donc, je ne me reconnais pas, aucune institution, aucun gouvernement ne se reconnaît dans un train de vie. Allez-y voir les salaires des ministres. Je ne veux pas le dévoiler puisque nos échos portent loin. Allez-y voir le salaire de nos conseillers pour la refondation. Vous comprendrez que c'est une misère, même si certains, d'ailleurs, j'ai vu même parmi les conseillers, sont sortis pour penser qu'ils étaient gâtés. Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans le pragmatisme. Et nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent. De notre arrivée à aujourd'hui, nous n'avons commandé aucun véhicule de luxe pour faire plaisir à un président des institutions ou à un ministre. Tout ce que nous avons fait s'inscrit dans le strict minimum pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de mener le combat terrestre et aérien dans de meilleures conditions. Et même ça, difficilement, parce que l'environnement global, mondial est difficile. Non pas pour le Niger seul, mais pour tous les pays du monde. Donc, voilà la réponse que je porte à ECHO, que ça soit ECHO avec O tout simplement, ou bien ECHO avec S, et que les Nigériens sachent être sourds face à ces oiseaux de mauvaise augure. Voilà. Monsieur le Président, beaucoup s'interrogent sur la nomination de certains responsables qui se sont illustrés par leur mauvaise gestion ou leur comportement clanique et même opposé à la refondation, c'est ce que se dit couramment. Et dans le même ordre d'idée, nous avons assisté à une certaine instabilité des postes du ministre du Pétrole et du directeur général des douanes, des secteurs en lien avec l'argent et le monde des affaires. Alors, question, qu'en est-il véritablement? Est-ce difficile de trouver de bonnes personnes pour assumer certains postes de responsabilité au Niger, Monsieur le Président? Mais vous voyez, ce que je viens de déplorer réapparaît également dans cette question. Parce que vous dites le jour et la nuit. Vous dites une chose et son contraire. Nous nommons des gens qui ne méritent pas d'être nommés et nous les dégommons. C'est ça, synthétiquement. Mais si les gens ne répètent pas sans analyser eux-mêmes ce qu'ils disent, est-ce que c'est une question qui doit revenir aujourd'hui sur la table? Puisque j'ai déjà parlé du processus de nomination. Pour nommer, nous demandons des CV. Des CV des Nigériens. Ce n'est pas des CV des Français comme ça se faisait à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, des Français étaient dans les ministères. Des Français étaient dans les postes des forces de défense et de sécurité. Allez-y vérifier. Aujourd'hui, si ce n'est pas des Nigériens. Donc, nous demandons des CV des Nigériens en fonction des postes à occuper. Les Nigériens transmettent, je dis bien les Nigériens transmettent, je le dis et je le répète, des CV qui sont soumis à la loupe de la gendarmerie nationale, à la loupe de la sécurité d'État, à la loupe de la police judiciaire. C'est le résultat de ces trois structures qui nous permet d'avoir une synthèse sur la capacité intellectuelle et morale de candidats à occuper le poste vacant. Une fois cette étape franchie,
nous prenons l'acte pour nommer le meilleur candidat, en tout cas face aux 3 synthèses que nous recevons. Ce n'est pas quelque chose que je me réfugie dans le bureau pour prendre, non. C'est un acte collégial. Nous nommons et nous observons, car nous avons appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes militaires et nous restons militaires. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous ne laissons aucune place au hasard. Nous ne laissons aucune place à un sentiment personnel. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous nommons, nous surveillons. Et en matière de surveillance, je crois que les Nigériens peuvent me croire que nous avons cette capacité de surveiller. Même pas ce qui se passe à l'intérieur du pays, mais même à l'extérieur de notre pays. Et c'est ce qui nous permet, Dieu merci, de tenir. Donc nous surveillons l'exécution, puisque chacun a un cahier de charges, chacun a des tâches spécifiques, chacun a des objectifs à atteindre. Quand nous constatons que les objectifs à atteindre ne sont pas atteints, ou au pire, ils sont déviés, mais nous n'agissons pas par sentiment, c'est ce que j'ai dit. Nous agissons, et c'est ce que j'ai eu à dire, en âme et conscience, en étant et en restant convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge. Et il est juge de nos actions. Et il est juge des actions que notre responsabilité nous confère. Nous ne tergiverserons pas à démettre tout celui ou celle qui ne répond pas ou qui ne satisfait pas aux conditions, malgré le passage à travers le filtre, donc aux objectifs qu'on lui a fixés. Et donc, sachant que la nature de l'homme, nul n'est parfait, j'ai dit bien que nous suivons l'exécution des missions de chaque responsable, et ce, quel que soit le poste de responsabilité conféré aux Nigériens ou à la personne. Donc, il n'y a pas de nomination par sympathie, il n'y a pas de démission dictatoriale, il n'y a pas de sentiments opposés regroupés, il y a juste une analyse froide, guidée par le pragmatisme et le résultat. Voilà la question à écho une fois de plus pour comprendre que rien n'est laissé au hasard. Permettez-moi d'insister un peu parce que pour le cas du ministre du pétrole, ça fait quand même le 3e ministre du pétrole qu'on a. Au niveau de la douane, c'est presque pareil, c'est le 3e DG. Qu'est-ce qui se passe? Quand on nomme un DG douane et qu'on découvre qu'il a dévié de la mission principale, de l'objectif et de l'effet recherché, nous sommes des militaires, je vous dis. Nous n'agissons pas par sentiment. Les douaniers font partie des forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est pas une robe pour leur assurer l'impunité. Rester dans la ligne droite de la sauvegarde de l'intérêt national, pas de l'intérêt du président de la République, pas de l'intérêt de tel ou tel ministre,
pas de la défense de l'intérêt de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. Non, l'intérêt national. Quand on voit que la mission qu'on vous a confiée n'est pas respectée, celle de défendre les intérêts du Niger, soyez sûrs qu'il y a des milliers de Nigériens en attente et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour essayer chaque Nigérien et le mettre devant ses responsabilités. C'est un crédit de confiance qui conduit à la nomination à travers un filtre et c'est le retrait de cette confiance qui conduit à la démission et au retrait de cette confiance trahie. Donc, on peut changer 50 ministres du pétrole, 50 directeurs généraux des douanes, s'il le faut, nous le ferons. Donc, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de sentimental, c'est le pragmatisme, c'est les résultats dans le seul et unique intérêt national. Voilà ce que je répète malgré votre insistance. C'est l'intérêt national qui guide nos actions, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la familiarité. Celui qui croit qu'il aura la couverture de la familiarité, du sentiment ou de l'appartenance au corps n'a rien compris de notre détermination, n'a rien compris de la réappropriation que nous sommes en train de faire de nos ressources naturelles, n'a rien compris de la ligne qui nous a conduit à reprendre en main notre défense, notre sécurité et voir aujourd'hui ce que nous avons, c'est-à-dire la liberté d'action. Un moment était connu au Niger où les FDS ne décidaient pas. C'était la même situation au Mali, c'était la même situation au Burkina Faso. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons choisi de nous réapproprier notre destin pour notre dignité, pour notre souveraineté. Nous ne lésinerons sur aucun moyen pour y parvenir. Ça n'a rien de personnel. Voilà. D'accord. Monsieur le Président, on va poursuivre cet entretien. Après votre vision pour le Niger, vous avez adopté en Conseil des ministres votre programme de la refondation de la République 2025-2029. Que faut-il retenir de cette approche? Nous sommes des militaires. Dans l'armée, il y a un niveau où c'est la conception. La conception, c'est les grandes lignes qui sont tracées. Ensuite, un autre niveau qui est purement tactique, où c'est ce qu'on appelle l'ordre d'opération. Cet ordre d'opération est séquencé en plusieurs parties. Vous prenez l'environnement, vous prenez la menace à laquelle vous faites face, vous prenez votre mission, vous prenez la population dans laquelle vous allez conduire votre mission, vous prenez le personnel et les moyens dont vous disposez pour conduire cette mission. Et vous prenez ce qu'on appelle les amis et les voisins, c'est-à-dire les autres forces de défense et de sécurité, éventuellement qui vont évoluer dans votre zone d'opération. Quand vous faites cette première synthèse, vous fixez ce qu'on appelle un effet majeur. Un effet majeur. Pour parler en termes civils, un objectif essentiel qui va conduire tout le reste de l'articulation que vous allez faire. Une fois que vous avez défini votre effet majeur, vous allez maintenant faire ce que nous appelons l'articulation. Avec les unités subordonnées
auquel vous confiez des missions. Et chaque unité subordonnée qui reçoit une mission est également dotée des moyens pour exécuter cette mission spécifique. Enfin, vous faites ce qu'on appelle les instructions de coordination. Ces instructions de coordination permettent de prendre en compte les autres corps, notamment la santé, les transmissions, le soutien logistique, tout. Et c'est en ce temps que vous pouvez dire que vous êtes intellectuellement prêt pour maintenant passer à la phase pratique. C'est la même organisation qu'il faut rapporter. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que les militaires, bon, c'est des bidas, c'est des porteurs de ranges, mais ils n'ont rien compris. Toutes les grandes avancées ont été faites à travers l'organisation militaire, quel que soit le domaine concerné, que ce soit dans le domaine scientifique de façon globale, la médecine, l'armement, qu'il soit nucléaire ou autre, que ce soit dans l'organisation, c'est l'organisation militaire qui a été habillée en civil comme ce que vous portez pour gérer, pour ceux qui sont conscients. Pour ceux qui sont conscients, c'est l'organisation militaire qui a été adaptée aux civils, je ne dirais pas civilisée, parce que les gens auront la mauvaise idée d'interpréter, donc qui a été adaptée pour faire ce que nous faisons dans le milieu civil. Donc, la vision qui est basée sur 4 axes, c'est une vision qui trace 4 grandes lignes. Mais ces grandes lignes-là, elles sont destinées à tout le monde. Voilà ce que je pense que lorsque nous allons suivre cette vision, voilà là où notre pays peut aller. Voilà ce que ça peut produire comme effet positif au profit de l'ensemble des Nigériens. Donc, au reçu de ces grandes lignes qui sont ce qu'on appelle les 4 axes, il faut bien sûr répercuter, comme on le fait dans l'armée, aux échelons subordonnés qui sont articulés. Ici, c'est les grands collaborateurs. Dans l'armée, c'est un autre terme, c'est une terminologie militaire. Donc, les collaborateurs, ce sont qui? Ce sont les institutions, ce sont les ministères, le gouvernement, ce sont les directions, ce sont les entreprises, ce sont les citoyens lambda. Il faut dire à chacun, voilà ce que vous devez faire, et c'est là où ça rejoint un peu l'esprit de la mobilisation. Voilà ce que vous allez faire, voilà comment vous allez le faire, et voilà les moyens que vous devez utiliser pour le faire. C'est ça qui conduit à la réarticulation aux échelons collaborateurs pour permettre de faire ce que vous venez de dire, de la vision passée au programme de la refondation 2024-2029. Ce n'est rien d'autre que ça. Que chaque structure comprenne la mission qu'elle a réussi, l'exécute, parce qu'elle est dotée des moyens, bien sûr que je ne dirais pas abondants, mais qui lui permettent d'exécuter la mission pour un seul objectif, le bien-être des Nigériens, l'intérêt national. Et dans cette démarche, comme je l'ai dit, je le répète, s'il y a un maillon de la chaîne
qui ne peut pas supporter la tension, nous le remplaçons avant que la chaîne ne casse. Il faut que les Nigériens comprennent ça et c'est la réponse que j'ai à porter à votre question. C'est ça l'esprit du programme de la refondation qui découle de la grande vision, les 4 axes de la vision pour un Niger meilleur. Monsieur le Président, la dissolution des syndicats du secteur a laissé entrevoir des réformes imminentes qui allaient rapidement changer les choses. Ensuite, le 12 décembre 2025, lors de la rentrée judiciaire, vous avez lancé un message fort relativement à votre vision de la justice et placé tous les acteurs devant leurs responsabilités, notamment les magistrats. Où en sommes-nous à ce jour et quelles sont les perspectives dans ce secteur important de notre vie? La justice ne peut pas être malade. Elle est physique, la justice? Non. Elle est matérielle? Non. Elle n'est pas matérielle. Donc comment est-ce qu'elle peut être malade? Elle est humaine? Non plus. Ce sont les acteurs qui sont chargés de conduire cette justice qui sont malades. Ce n'est pas la justice. Nous avons des textes qui ont été plusieurs fois, comme je l'ai dit, toilettés. Non. Même si c'est la peau qu'on enlève, tant que le mental ne change pas, tant qu'on aura des malades au sein de notre appareil juridique, judiciaire, mais nous aurons à observer des comportements déviants. Mais le plus important, ce n'est pas ces comportements-là. C'est nous, notre réaction face à ces comportements. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les Nigériens. Nous sommes sortis de la phase de Tchéhanchi, corruption, clanisme, partisan. Non, nous sommes sortis. Vous occupez un poste, vous rendez la justice aux Nigériens. Vous êtes malade, vous êtes incapable de rendre la justice aux Nigériens, on vous remplace. Surtout que le choix ne doit pas être la mer à boire. Nous avons combien de magistrats? C'est juste. Donc, mais peut-être aussi c'est ça le drame. Quand la possibilité de choisir, vous vous rappelez les cours au collège, où on met des boules coloriées, donc la probabilité. C'est ça. Donc quand la capacité d'avoir une gamme grande de probabilités est réduite, on ne fait que recycler. Mais on recycle au mieux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. La justice n'est pas malade. Ce sont les acteurs de la justice qui sont malades. Et je le dis parce que je le sais. Et je le sais parce que j'étais amené à prendre des actions par rapport à certains acteurs. Donc, tant que nous fermerons les yeux, tant que les Nigériens vont croire que le magistrat est au-dessus de la loi, les acteurs de la justice sont au-dessus de la loi, les membres du gouvernement ou autres sont au-dessus de la loi, nous n'irons nulle part. Le problème, ce ne sont pas nos textes, ce sont nos acteurs chargés de mettre en application ces textes. Allez-y voir les surnoms qui sont attribués à certains magistrats. Vous comprendrez l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, ici au Niger, Monsieur le Président? Non, des noms avec lesquels on les a trouvés. Ok. Je n'ai pas besoin de le dire. Donc, des noms avec lesquels on les a trouvés. Parce qu'il s'est distingué particulièrement par ses proportions et ses propensions. C'est ça que nous devons combattre, tous ensemble. Nous avons eu des faits divers, vous vous rappelez. Un magistrat qui a eu maille à partir avec un concurrent chez une copine et qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Vous êtes au Niger, vous étiez au Niger, non? Vous parlez outrage à magistrat. Ah, oui, le cas qui s'est passé récemment à Difa. Pas récemment. Il y a récemment, en 2024, mais avant ça, ça avait cours. C'est des comportements comme ça que nous avons choisi d'éradiquer. Un magistrat, parce qu'il a une copine en partage avec un compatriote, pense qu'il peut prendre son véhicule et l'écraser. Ouais. Ce n'est pas un fait divers ici qui a couru pendant combien de temps? Donc c'est ce type de comportement qui gangrène la justice. Et c'est à ce type de comportement que nous devons faire face. Non pas seulement les décideurs, mais l'ensemble des Nigériens doivent les rejeter. Sinon, on ne pourra jamais circonscrire ou éradiquer. Il faut que les gens comprennent que le temps est révolu. Il n'y a pas d'outrage à magistrat en dehors du palais de justice. Il n'y a pas d'outrage à magistrat, c'est une copine. Ça, c'est fini. Si ça se passait, ça ne doit plus se passer. Il n'y a pas de perception. Nous sommes pragmatiques, nous sommes dans la réalité. La justice doit être pragmatique et être dans la réalité. Nous comprenons que les difficultés concernent tous les domaines, mais les acteurs aussi doivent comprendre que les difficultés concernent tous les domaines. Chacun serre la ceinture sans couper le bassin, mais serre la ceinture. Il faut que chacun serre la ceinture. Monsieur le Président, votre tournée a ravivé le sentiment patriotique et a renforcé l'unité nationale. C'est indiscutable. Quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, mais aussi à l'endroit de tous les Nigériens? À l'endroit de tous les Nigériens, ce que je dois leur dire, c'est que nous sommes un peuple. Le Niger est un peuple. À l'endroit des autres, les autres, nous n'avons pas le temps pour eux. Le Niger, où les limites récentes de 60 ou de 58, quand il a été dit que c'est une république, ne reflète pas ce que c'est le Niger, ne reflète pas ce que sont les Nigériens. Depuis le Paléolithique, il y a 2 600 000 à 3 300 000 années, le Sahara du Niger était occupé. Il y a des traces humaines, des traces de vie dans le Paléolithique inférieur. Des peuples africains